Marion Ostrovetsky de la Dragesse. Bonjour, donc Marion Ostrovetsky, je suis responsable du service jeunesse, éducation populaire et vie associative à la délégation régionale académique de La Réunion. Merci Marion. Christelle Chonnam. Bonjour, Christelle Chonnam, présidente du CRIJ. Merci Christelle. Faisal. Bonjour à tous, Faisal Derri, chargé de mission à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci. Monsieur Tibor Katelbach. Bonjour tout le monde, gérant d'Open Atlas et chef de projet sur communecté.org, réseau social local et national. Merci beaucoup. Guy. Oui, bonjour, Guy Bouvard, membre du conseil d'administration du CRIJ. Merci Guy. Morgane. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, bien. Morgane Aurière, directrice d'Approne Formation, le CFA du sport, de l'animation et du tourisme sportif de La Réunion. Merci Morgane. Jean-Nicolas. Oui, bonjour tout le monde. Jean-Nicolas Surjus, directeur de l'association régionale des petits débrouillards. Merci Jean-Nicolas. Florence. Et je m'excuse d'avance puisque je ne pourrais pas rester toute la région. Ok, très bien, merci. Mais je fais confiance à Mickaël qui connaît parfaitement le projet et qui va vous faire des explications bien claires et précises et en espérant que la réunion soit productive. Oui, merci Jean-Nicolas. Florence. Bonjour à tous. Donc Florence Saint-Ange, chargée de mission jeunesse auprès de la sous-préfète à la cohésion sociale et la jeunesse. Merci Florence. Flore. Bonjour, Flore Poli, donc de la DETS, donc qui vient d'être créée, donc qui est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui regroupe donc les anciens réseaux des JSC sur le volet social et la DIECT. Voilà, je suis chargée de mission sur la stratégie pauvreté. Merci Flore. Donc, comme on a eu des nouveaux entrants, il faut que je retrouve le fil. Monsieur Sinop. Bonjour, Monsieur Sinop Mickaël, responsable d'innovation pédagogique à la CCI de La Réunion. Merci. Julien. Pagès. Je ne sais pas s'il y a plusieurs Juliens qui sont connectés. Bonjour. Julien Pagès, directeur de GESAREN, groupement d'employeurs régional profession sport loisirs. Parfait. Merci. Alice. Bonjour tout le monde. Alice Millard. Je suis chargée de mission analyse et prospective. On t'entend pas, Alice. Un petit problème d'audition. On t'entend très faiblement, Alice. Alice Millard de France Active. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très faiblement. Mais je vais envoyer un message sur le chat. Parfait. Là, on t'entend mieux. D'accord. Bon, bonjour à tous. Donc, Alice Millard, je suis chez France Active Réunion. Je travaille en tant que chargée de mission analyse prospective. Merci. Marine. Bonjour à tous. Marine Martin, chargée de mission au CRAGEP de La Réunion. Merci Marine. Monsieur Grimaud. Bonjour, Thierry Grimaud, délégué départemental de l'UCEP et également Ligue de l'enseignement. Merci. Sabine. En fait, ce que je connais, je leur dis que leur prénom, c'est pour ça. Sabine Dupont. Je ne suis pas comme les interviews télé où on fait style pour se connaître pas. Sabine. Sabine Dupont, on ne t'entend pas, Sabine. Bon, le temps que la problématique des micros. Donc, Sabine Dupont, qui travaille au cabinet auprès de la Caisse des allocations familiales de La Réunion. Madame Juliette Charbot. Alors, j'ai le nom compliqué. Juliette Charbonnet, bonjour à tous. Je suis en service civique chez les Scouts et Guides de France. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai raté Caroline. Caroline O. Caroline. Alors, Caroline. Donc, Caroline O qui travaille à Locaux Uniformation, donc cohésion sociale. Je pense n'avoir oublié personne.
Non, ok. Donc, si tout le monde s'est présenté, je vous en remercie. Je trouve que ce tour de table est très intéressant et vous allez comprendre par la suite pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la présentation donc, en fait, du projet le 14 décembre 2020. Le projet MISEP, donc Maison d'inclusion sociale et d'éducation populaire, se veut en fait multi-acteur, pluripartenarial, intégrant à la fois les sphères du secteur marchand, les sphères associatives, les chambres consulaires ainsi que les différentes branches professionnelles, quels que soient les secteurs d'activité, en intégrant aussi les OPCO par rapport, vous le verrez, au travers notamment de la partie Badjanou sur la valorisation des compétences informelles et de la création de cet écosystème sur le territoire. Et enfin, en intégrant aussi les différents pouvoirs publics, que ce soit les collectivités locales ou les services de l'État, afin justement de créer en fait on va dire un écosystème innovant en faveur de l'inclusion sociale et de l'éducation populaire. Je vais laisser la parole à Cyril Conradi, donc coordonnateur du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, donc le CRAGEP, qui va vous faire une synthèse du projet comme il a été présenté en fait le 14 décembre dernier, et afin de vous synthétiquement présenter en fait les différents axes, les différentes actions qui sont prévues au sein de cette MISEP. Cyril, je te laisse la main. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je prends la suite juste pour faire une petite redite par rapport à ceux qui étaient présents le 14 décembre. Mais là, on vous présente rapidement le CRAGEP. Alors, pourquoi le CRAGEP c'est posé comme un faiseur de lien sur ce projet-là? Tout simplement parce que déjà, à la base, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire regroupe 23 associations dont vous en voyez principalement déjà une belle petite équipe ici devant vous, notamment donc, le CRIJ, la RCV, la MDA de Saint-Benoît, JB4, mais les petits débrouillards aussi qui sont partie prenante sur ce projet. Et plusieurs d'entre vous qui vous êtes présentés sont membres du CRAGEP et CRAGEP ici, vraiment sur des associations régionales de La Réunion. La spécificité du CRAGEP, c'est qu'elle développe un projet quadriennal sur 4 ans avec 3 axes qui permet de travailler avec les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Un axe 1 qui est sur l'animation des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, un axe 2 sur le veille et plaidoyer, et un axe 3 pour la mise en place d'un pôle de recherche et de centre de ressources jeunesse et éducation populaire. Mais attendons, on s'arrête sur l'axe 1, animation du mouvement. Simplement, la jeunesse du projet, il y a 2 ans, au sein du collectif du CRAGEP, plusieurs associations ont exprimé une volonté de pouvoir trouver des nouveaux locaux, tout simplement. Et on a mis en place 2 groupes, un groupe de travail, éducation populaire et numérique, et une commission de la maison de l'éducation populaire à l'époque. Et rapidement, autour de ces échanges, de ces structures-là, notamment, vous voyez, il y a CMEA, la Ligue de l'enseignement, il y a des associations qui ne font pas forcément partie prenante directement, mais qui sont membres du CRAGEP et qui sont autour de la table pour en discuter. On est arrivé sur un constat, tout simplement, de la nécessité de la création d'un vrai projet d'éducation populaire qui va regrouper tout ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, mélangeant le travail qui a été fourni par le groupe de travail éducation populaire et numérique et la commission de la maison de l'éducation populaire. On a tout simplement fédéré en fait, ces 2 groupes-là pour pouvoir faire naître un projet de la maison de l'inclusion sociale et de l'éducation populaire. Merci Cyril pour cette présentation et ce rappel du CRAGEP. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme on est plus de 30 participants, donc si vous levez la main, même si la technique a essayé d'être optimisée, on n'est pas sûr en fait de voir votre demande de prise de parole. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion et on y répondra bien évidemment. Je vais laisser la parole à Jimmy Beck, donc directeur de la MDA de Saint-Benoît, pour faire un rapide historique en fait, des constats de départ que nous partageons toutes et tous au sein du territoire et entre les acteurs qui sont représentés aujourd'hui. Merci Mickaël. Effectivement, les constats sont pas mal reluisants pour l'île de La Réunion. Vous connaissez tous un petit peu le contexte défavorable que traverse l'île actuellement, mais depuis plusieurs années. Et donc, ce constat est parlant pour pouvoir proposer des solutions innovantes. Un taux de pauvreté de 40%, 23% de la population qui sont bénéficiaires de minima sociaux, une augmentation des familles monoparentales depuis 2015 notamment, le problème d'accès des jeunes sur les dispositifs,
le repérage des invisibles, alors, qui a référencé 44 000 personnes, un taux de chômage très important, notamment chez les jeunes de 15 à 29 ans. Vous voyez, les constats ne sont pas, je ne vais pas vous relire toute la diapositive. Ce qu'on retiendra, c'est que les constats sont assez importants pour qu'on ne puisse pas apporter une réponse qui nous semble favorable pour pallier ou en tout cas apporter une première réponse à l'ensemble de ces problématiques. Merci Jimmy pour ce rappel de ces chiffres clés de façon synthétique. Donc du coup, en partant de ces constats, bien évidemment, ce n'est pas une remise en cause en fait des actions au terrain et au quotidien qu'effectuent chacune et chacun des acteurs intervenant sur le territoire de La Réunion, mais tout simplement en fait une réflexion transversale et stratégique en se disant pourquoi ne pas essayer en fait de fusionner, de faire collaborer, de faire sauter les silos pour en fait avoir une chaîne de valeur ajoutée, de l'inclusion, de la valorisation et de la reconnaissance, tout simplement. Ne pas refaire en fait ce qui existe déjà, mais utiliser en fait, comme l'a évoqué Jimmy, les différents acteurs, les quelques milliers de dispositifs et voir dans quelle mesure on peut les juxtaposer en faveur de l'inclusion sociale, de la reconnaissance des compétences informelles et de la valorisation. Je vais relaisser la main à Cyril qui va vous présenter un peu plus en détail ce qu'il est prévu, ambitionné dans le cadre de la Maison de l'inclusion sociale et d'éducation populaire. Donc, comme vous le voyez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a mis en synergie tout simplement 4 partenaires, ou en tout cas 4 acteurs du CRAGEP, autour de la volonté de la mise en commun d'un pôle d'expertise, des champs d'intervention spécifiques. Après, je ne veux pas non plus vous cacher votre beauté. Je suis en fait la caméra directement, mais tout le monde me voit. Donc, je continue mon animation. On a mis en synergie donc, ces 4 structures. Tu peux avancer, vas-y, il n'y a pas de souci. Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la volonté de créer cet espace de vie qui permet en fait de développer énormément d'actions. Mais pour pouvoir mettre cet espace de vie en place, nous avons décidé de créer une société collaborative d'intérêt collectif parce que le modèle associatif ne permettait pas d'être vraiment ambitieux sur ce projet-là. Et donc, on a souhaité vraiment développer un projet d'une création d'une société collaborative parce que ça nous parle et ça nous correspond beaucoup plus qu'une simple société immobilière parce que dedans, on peut vraiment participer avec notamment une voix, un actionnaire égale une voix. On peut avoir des accès au financement qui correspond à nos valeurs d'éducation populaire et en même temps, on peut créer de l'activité économique pour ces structures pour qu'elles aussi elles puissent multiplier en fait ces sources de financement. Il y a M. Picardo qui vient de nous rejoindre. Merci, Dominique. Et Eric Coulot aussi, exactement. Tout à fait. Directorat et la CIM. Alors, la volonté de ce projet-là, en fait, c'est tout simplement de développer des tiers-lieux associatifs au sein de la Maison d'inclusion sociale et d'éducation populaire. Je vais l'appeler MISEP, parce qu'on va résumer rapidement. Et vous allez voir le discours de MISEP. On va en parler beaucoup de MISEP. Le but du jeu, c'est de pouvoir tout de suite mettre des sièges sociaux, notamment des parties prenantes, des cinq associations que vous avez vues tout à l'heure à la création de la SIC, avec aussi de la mise à disposition au collectif, donc à l'ensemble des partenaires, la mise à disposition de salles de réunion, de salles de formation, des salles d'espace de débat, de projection de films, de créer vraiment un lieu d'activité qui va permettre à chacun d'entre vous, et notamment aussi les 5 parties prenantes qui auront leurs sièges sociaux, de mutualiser ne serait-ce que le côté un peu pratique déjà, et de faire un peu venir beaucoup de personnes, notamment sur nos différentes activités. L'idée, c'est aussi de pouvoir développer au sein de ce tiers-lieu associatif, merci de couper votre micro, tout simplement permettre aussi l'accompagnement de montage de projets, donc à l'image d'une pépinière de projets qu'on peut voir dans différents endroits. On est sur vraiment un tiers-lieu associatif, comme on le souhaite, avec un accompagnement spécifique à chacun d'entre vous qui souhaite aussi développer des différents projets, mais aussi des projets totalement innovants. Je peux avancer. Dans ce projet-là, en fait, on a rapidement expliqué qu'on ambitionnait, au-delà de faire juste des sièges sociaux et juste une partie administrative, l'idée était de pouvoir aussi développer toute une activité un peu spécifique à destination des publics fragiles et précaires.
Donc, on est arrivé sur une démarche de se dire qu'un lieu de vie doit vivre avec aussi de l'activité économique, mais aussi favoriser l'insertion professionnelle, mais aussi en même temps développer une activité un peu conviviale. Et donc, l'idée, ce serait de pouvoir développer tout un cycle, un écosystème autour de l'hôtellerie et la restauration, avec un café associatif, avec un restaurant d'insertion, et notamment porté par bien un partenaire. Ce n'est pas forcément le collectif qui va le porter, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier un partenaire qui va proposer cette activité-là. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, comment on va le développer. Vous voyez le petit logo Badjanou, vous allez rapidement comprendre aussi pourquoi il y a le petit logo Badjanou qui va se répéter sur les différentes diapos, les différentes slides. Mais ça, je laisserai notre ami Samuel d'expliquer pourquoi il y a ce petit logo-là. Dans ce lieu de vie, l'idée, c'est de pouvoir aussi développer un lieu d'accueil à notre image, notamment en crèche périscolaire, parce qu'on est quand même d'éducation populaire, un mouvement de jeunesse d'éducation populaire. Et le périscolaire, ça nous parle, les ACM, ça nous parle, la crèche, ça nous parle en petite enfance aussi. Mais l'idée, c'est de pouvoir développer une crèche et un périscolaire à vocation d'insertion professionnelle qui va automatiquement bénéficier aux personnes qui vont traverser, en tout cas, MISEP, qui vont participer à MISEP, autant sur les salariés des différentes structures, mais aussi toutes les personnes qui vont passer par la formation, qui pourront aussi déposer leurs enfants en crèche ou périscolaire. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir inclure les enfants dans le fonctionnement de MISEP et notamment participer à tous ces ateliers que nos différents collaborateurs, nos différentes associations vont pouvoir mettre en place. L'image souvent qu'on utilise, on imagine très bien les petits débrouillards à faire des ateliers scientifiques au sein du périscolaire avec la RCV et pourquoi pas d'autres structures, évidemment. J'arrive pas à être. J'aime pas être. Évidemment, de notre jour, en 2021, on peut pas faire sans le numérique. Là, on le voit de toute manière, on est en mode visio. Mais au-delà de ça, l'idée de MISEP, c'est de pouvoir aussi créer vraiment un tiers-lieu numérique qui va développer en fait toute une multitude d'actions qui est orientée vers le numérique, mais qui va toucher le côté crèche périscolaire, qui va toucher les différents sièges sociaux, les centres de formation. L'idée, c'est de pouvoir essayer de fédérer. Je vous rappelle, la jeunesse du projet, c'était la commission, le groupe de travail éducation populaire et numérique. C'est de pouvoir favoriser les outils de développement au travers du numérique pour continuer à défendre et développer l'éducation populaire. Alors, merci. Cyril, il y a une petite diapo qui s'est insérée entre-temps. Merci Cyril pour cette présentation au niveau des axes. En synthèse, effectivement, comme on l'évoquait en tout début de cette présentation, l'idée, ce n'est pas de refaire l'existant, mais de créer des ponts et de créer des liens. À la fois, en fait, en intégrant le volet en fait, développement durable, éducation bien-être, éducation bien manger, intégrer en fait le volet atelier éducatif et accompagnement des publics, favoriser l'insertion professionnelle, notamment au niveau des publics précaires et fragiles. Et on le sait tous, c'est un enjeu extrêmement important sur le territoire de La Réunion. Je le reprécise par rapport à ce que Cyril évoquait. L'idée, ce n'est pas que ce soit les 5 parties prenantes que vous avez vues en fait, en termes de logo, CRIJ, ARCV, JB4, CRAGEP, TIDEB qui vont tout faire et être à la manœuvre, mais c'est vraiment de créer en fait une collaboration entre tous les acteurs du territoire. Donc, vous êtes présents aujourd'hui. Il y a eu 67 structures qui ont été invitées et, comme je l'évoquais, qui interviennent dans différents domaines. Donc, vous avez vu en fait les différents axes de façon spécifique et, comme l'évoquait Cyril, vous avez en transversalité en fait un petit logo qui n'arrêtait pas d'apparaître. Donc, un volet Open Badge, l'action qui s'appelle Badjanou. Et donc, l'idée, en fait, et je vais laisser la parole à Samuel Ablancourt pour vous détailler un petit peu plus, en fait, ce qu'on entend par cet écosystème. Alors, le support va vous être envoyé par mail juste après la présentation. Donc, vous aurez bien évidemment l'ensemble des éléments. Donc, le volet Badjanou, en fait, c'est à chaque étape et au sein de chacune des actions qui vont être mises en place dans la MISEP, c'est d'être en mesure, en fait, suite justement aux différentes co-constructions de services qu'on va avoir avec les différents acteurs du territoire, de délivrer des badges afin de valoriser en fait les compétences, les connaissances qui vont être acquises
au sein de ces différentes actions, au sein de la MISEP bien évidemment, mais au-delà de la MISEP, d'être en mesure en fait de créer tout un écosystème de valorisation des compétences informelles qui va pouvoir être utile et optimal en fait, que ce soit pour les branches professionnelles, les chambres consulaires, les services de l'État ou tout simplement les bénévoles et les individus qui évoluent au quotidien en fait au travers de leurs expériences, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou individuelles. Mais je vais laisser la main en fait à Samuel qui pourra beaucoup mieux que moi vous en parler et vous détailler ces éléments. C'était une belle intro là. Ah oui, alors oui. Bonjour à tous. J'ai pas le même. Pardon, mes excuses. Une petite inversion de diapo, mais ça reprend ce qu'on vient de dire. Ça va reprendre. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle introduction. Michael, il me semble que ce n'est pas la bonne diapo, mais je suis un spécialiste pour meubler. Donc, oui, vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu peux meubler en attendant? Voilà, donc nous avons des chansons de grimace, mais ce n'est pas le moment. Donc effectivement, on avait tout simplement essayé de faire un petit retour, un petit récapitulatif de ce que c'est que le badge à nous, et notamment les badges numériques ouverts. Donc, je me suis présenté initialement en tant que membre de l'association Reconnaître. Donc, depuis peu, je suis aussi représentant de la zone océan Indien pour l'association Reconnaître, qui est le pendant francophone de l'Open Recognition, c'est-à-dire la dynamique des badges au niveau mondial. Et c'est un honneur pour moi, en fait, de vous dire qu'à La Réunion, nous disposons suffisamment de ressources pour développer ce genre d'outils innovants, ces outils technologiques qui sont à disposition de toutes et tous et qui peuvent être utilisés de manière, on va dire, toute simple. Bien sûr, la simplicité, c'est une question de point de vue, mais effectivement, on peut utiliser les badges de manière assez simple pour nos différents publics et les différentes institutions. Je te remercie Samuel d'avoir meublé le temps de retrouver la dernière version. Voilà. On a travaillé tard pour finir en fait la présentation, c'est pour ça. Avec un peu de l'info. Alors, petit rappel de ce que c'est que les badges, et notamment les badges numériques ouverts ou open badge pour les intimes. Donc, il y a pléthore de plateformes qui proposent des badges numériques ouverts. Mais ce qu'on peut retenir de ce que c'est qu'un badge, c'est tout simplement une image numérique qui contient un certain nombre d'informations. Et ces informations ne sont pas la propriété de celui qui délivre le badge, mais de celui qui reçoit le badge et qui peut permettre en fait tout simplement l'utilisation de cette image numérique dans différents domaines. Alors, c'est une petite présentation super synthétique parce qu'il me semble qu'il y aura quand même pas mal de questions. Alors, l'idée, en fait, à travers Badjanou, au lieu de se positionner en tant que vendeur de licences de plateformes qui délivrent des badges, ce serait plutôt de se poser en tant qu'acteur pouvant proposer un label numérique ouvert de qualité. Donc, dans ce label, donc ça va inclure quoi? Tout simplement de la ressource, donc des ressources humaines, des ressources un peu plus pratiques, pour que l'on puisse en fait proposer des stratégies de développement, créer des ponts au niveau local comme international. On pourra proposer aussi des méthodologies qu'on mettra à disposition de notre écosystème. Et ce qui fait la force en fait de ce label numérique qu'on va essayer de créer ensemble, c'est tout simplement un outil que tout le monde, en fait, on pourra toutes et tous se l'approprier et pouvoir le décliner dans nos différentes structures. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est tout simplement une petite proposition d'organisation, même si lorsque l'on produit, lorsque l'on fabrique, lorsque l'on émet des badges, on est plutôt dans une posture où on va prôner l'asymétrie. On est bien conscient en fait que ça prend du temps. Ça prend du temps de reconnaître, ça prend du temps de mettre en place des processus et des systèmes. Et ce qu'on vous propose, c'est tout simplement une architecture qui permet d'identifier les différentes personnes, les différents groupes qui travaillent sur les différents sujets afin de vous apporter les meilleurs éléments possibles en temps et en heure assez rapidement et de manière
entre guillemets, professionnels, ceux de l'informel et du non formel. Donc, nous avons, on va dire tout en haut, le comité stratégique. Le comité stratégique, ça englobe qui, quoi, tout simplement les initiateurs de départ du projet badge. Donc, je vais quand même les citer. Structurellement parlant, donc, il y avait la Ligue d'enseignement, le mouvement associatif de la Réunion, Trajet, la CRES, l'IRTS et l'Université de la Réunion. Il y a le D2R, il me semble. J'espère que je n'ai pas écorché le cible. Et du coup, juste, on va dire en dessous, en complément, nous avons plusieurs opérateurs qui travaillent sur des sujets bien précis, à savoir par exemple l'éducation populaire de la petite enfance, qui possèdent en interne des personnes ressources pouvant éventuellement donner un coup de main ou répondre à des questions bien spécifiques sur l'utilisation de ces badges. Nous allons mettre aussi prochainement une commission d'experts de badges. Alors, du coup, ce ne seront pas des évaluateurs de badges, mais des personnes qui ont de l'expertise sur la notion de reconnaissance et qui permettra en fait à toutes les structures un accompagnement à l'acculturation des évaluations et passer plutôt dans une logique plus asymétrique de la reconnaissance à travers des critères qui ne sont pas excluants, mais plutôt des critères qui permettent d'inclure les personnes dans les différents processus d'émission de badge. Nous avons... non, c'est bon, c'est parfait. J'avais senti que je voulais passer à la diapo. Je voulais passer à la diapo. Je voulais faire un petit mot juste avant la diapo suivante. Alors, on ne part pas de rien. D'où la première proposition stratégique d'organisation du réseau badge. On part d'une expérimentation qui a été menée depuis décembre 2019. Donc, nous avons pu tester plusieurs manières d'utiliser les badges, plusieurs cas d'usage, comme on peut l'appeler dans la communauté des badges. Et donc, nous avons pu constater quel a été le niveau d'accessibilité et d'acceptabilité de ces badges pour en faire un retour d'expérience auprès de nos différents partenaires, donc des retours d'expérience que l'on pourra faire à partir d'expérimentations qui ont eu lieu au niveau national, au niveau international et au niveau local. Un petit mot rapide, si vous me le permettez, parce qu'il me semble que les temps contraints et Michael va couper la parole sinon. Donc, j'ai mis en avant 3 badges qui me semblaient quand même assez intéressants à souligner dans le cadre de cette présentation. Donc, le plus récent, c'est le badge jeune administrateur d'association qui a été porté par le CRAGEP et ses membres pour que l'on puisse reconnaître des jeunes qui ont été sensibilisés à l'administration d'asso, mais pas que les jeunes, mais les formateurs aussi, parce que du coup, il y a eu un échange. Et donc, c'est un badge unique, que ce soit pour les formateurs que pour les jeunes, un badge unique où chacun peut inscrire sa singularité. Et on constate aussi que sur ce badge, le niveau d'acceptabilité, il est quand même assez élevé, parce que je rappelle, le badge, on l'a si on l'accepte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné et on est obligé de subir. Alors, il y a un autre badge qui a été créé par les jeunes, pour les jeunes, dans l'écosystème. Du coup, c'est le badge polyvalence. C'est une expérience que je pourrais vous détailler si d'aventure vous le désirez. Et donc là, nous avons un taux d'acceptabilité de 100%. Donc, quand les jeunes sont intégrés directement à la création, au processus, à l'élaboration de ces badges, on constate du coup un taux d'acceptabilité extrêmement élevé et une utilisation sur les réseaux sociaux aussi, qui sont assez intéressantes. Et un badge, du coup, tout en bas, il n'est pas super lisible. Donc, ça fait partie en fait des premiers badges que l'on a créés en 2019. Donc, c'est le badge architecte de l'engagement, qui est un badge sur lequel on n'a pas énormément communiqué et qui est quand même très demandé. Donc, c'est un badge qui est disponible sur la plateforme mondiale Open Badge Passport. Et on constate que le terme architecte de l'engagement, on parle à des utilisateurs de badge. Et aussi, j'ai traversé le confinement. Oui, il y a eu aussi le badge j'ai survécu au confinement. Certaines personnes
ont réussi à l'avoir ce badge. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce badge, faites-nous savoir dans le chat et on vous enverra le lien. Donc, alors, concrètement, comment ça va se passer pour badge à nous sur la suite, en fait? Tout simplement, on a essayé de phaser la co-construction de ce label numérique ouvert à travers 6 étapes. La première étape qui va arriver quand même très rapidement, mais sans relire ce qui est écrit à l'écran. Ce que nous allons faire, c'est essayer vraiment de cibler et de construire avec vous comment on va fonctionner à travers notre écosystème et surtout comment on va faire pour reconnaître les badges que les autres structures vont pouvoir émettre et diffuser. Là, nous pourrons vous donner et mettre à disposition un certain nombre de ressources et on vous proposera bien évidemment des outils clés en main pour pouvoir vous accompagner au mieux à la création de votre écosystème et ainsi créer des ponts avec d'autres écosystèmes. Deuxième phase, donc, c'est former des médiateurs de badges. Alors, on est certain que dans toutes les structures qui vont graviter autour de nous, nous aurons des personnes qui pourront être, entre guillemets, des référents de badges, qui pourront produire, créer, émettre et diffuser des badges. Donc, on leur apportera toute la méthodologie nécessaire, ainsi que les outils. Et pour qu'à un certain moment, on puisse avoir suffisamment de matière afin de lancer le passeport de badge Océan Indien. L'idée à travers ce passeport de badge, c'est vraiment de faire matcher un certain nombre de compétences informelles et non formelles et des usages de pratique notamment. À travers le passeport Océan Indien, nous avons juste l'ambition de recueillir un certain nombre de données sur tout ce qui habituellement n'est pas valorisé ou peu valorisé dans la vie de tous les jours ou dans la vie professionnelle en général. Quatrième point qui est très important, comme vous le savez, le RNCP, c'est un gros machin qu'il faut essayer de faire évoluer. On me dit d'aller plus vite, oui, je vais aller plus vite. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de repérer les nouvelles compétences. Oui, c'est un gros machin. Donc, c'est de repérer les nouvelles compétences qui seront utiles aux futurs métiers de demain. Voilà. Alors, oui, nickel, c'est le moment. Je ne serai pas à un point, même si je l'ai mis en gras. On va favoriser l'économie de la reconnaissance. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant. Ah non, j'ai la parole, je l'accorde. Merci beaucoup, Samuel. Non, c'est bon. Je vais finir. Rendez-vous le 22, si vous voulez en savoir plus sur comment on va construire ensemble l'écosystème de reconnaissance ouverte. Nickel, ça va? J'ai pris 10 minutes. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Samuel, pour la présentation de ces éléments. Je vais redonner la main à Cyril. Donc, comme vous l'aurez compris, en fait, le volet Open Badge, ce n'est pas de recréer ce qui existe déjà, mais de se baser en fait sur les différents travaux qui ont été menés sur le territoire, notamment par exemple avec Kissamilé de Prodige, sur d'autres travaux qui sont menés par d'autres acteurs du territoire en termes d'expérimentation de badge, et de se baser en fait et de capitaliser sur un outil numérique qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui a été éprouvé d'un point de vue européen et mondial, et de créer en fait une expérimentation et une utilisation d'usage et de pratique sur le territoire de la Réunion. Cyril? Vous l'avez compris que du coup, au MISEP, on allait sur l'ensemble des activités, des actions de MISEP, utiliser le système des Open Badges pour valoriser l'implication de tous. Alors, comme il l'a très bien dit, autant des formateurs que des bénéficiaires, mais aussi on ne pouvait pas attendre la mise en place du bâtiment, du lieu pour pouvoir développer le projet Badge à nous et aider en tout cas nos différents partenaires à le mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on l'a inclus directement et que ça va être certainement le projet le plus visible qui va être lancé le plus tôt sur ce projet-là, sur notamment MISEP, et qui va bénéficier à l'ensemble des partenaires du projet. C'est à la fois pour vous accompagner à développer vos propres badges et directement vous inclure aussi dans le projet collectif. Merci Cyril. Donc, s'il n'y a toujours pas de questions ou de remarques, donc, on va continuer à dérouler. Donc, on vous a présenté un très beau PowerPoint avec, bon, j'espère qu'il n'est pas trop moche en tout cas, avec des traits d'humour, c'est de belles idées, de bons projets. On peut se dire, bon, ben voilà, c'est encore une utopie et un rêve de quelques associations qui, autour d'une bière ou d'un café,
On se dit pourquoi on ne changerait pas le monde et pourquoi on n'essaierait pas en fait de mettre en place des actions innovantes et collaboratives. C'est un peu ça, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de concret, beaucoup d'opérationnel. Et donc, on va continuer le déroulé de cette présentation pour vous exposer un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quels travaux ont été faits. Donc, tout d'abord, comme on l'avait évoqué très rapidement, donc, il y a eu tout un travail en fait, de réflexion, de co-construction avec du concret qui a été déposé en décembre 2020 dans le cadre du PIA Innovation Outre-mer, donc le programme d'investissement d'avenir sur le volet Outre-mer, le PIOM pour les intimes. Sur la partie septembre-décembre 2020. Sur la diapositive qui vous est présentée, c'est le rétro-planning qui a été fixé dans le cadre des différents appels à projets sur lesquels on s'est positionné avec les grandes étapes. Donc, sur le volet septembre-décembre 2020, le dépôt au niveau du PIOM, mais je vais revenir un petit peu plus en détail dans quelques slides. Toute la partie, en fait, année 2021, où, comme on vous l'évoquait, ce n'est pas uniquement 5 associations qui se mettent autour de la table et qui pensent pour les différents bénéficiaires et les acteurs du territoire, mais vraiment la volonté, l'ambition, l'objectif d'avoir une couverture la plus large possible et l'implication la plus large possible des acteurs du territoire, que ce soit au niveau des open badges, avec les bénéficiaires bien évidemment, mais aussi les chambres consulaires, les OPCO, les branches professionnelles, les syndicats patronaux et de salariés, que ce soit sur le volet marchand ou non marchand, sur l'aménagement du lieu, les équipements qu'il va y avoir, les différents services en fait qui vont pouvoir être optimisés. Comme vous l'avez vu, plutôt optimisés et déployés. Comme vous l'avez vu, là aujourd'hui, on vous dresse un petit peu le draft, le brouillon, les lignes directrices, mais tout, on va dire, le contenu des différentes actions et la coopération et la mobilisation des acteurs, on souhaite vraiment que ça touche l'ensemble des couches de la société. Un volet, en fait, aménagement du lieu, donc sur la partie 21-23, avec bien entendu différents éléments qui seront lancés, avec dans l'idéal et au plus tard, mars 2023, on coupe le ruban, on ouvre le champagne, et peut-être qu'à cette époque-là, on pourra se faire la bise et se dire on a commencé l'aventure ensemble en décembre 2020. Voici les grandes lignes en termes de rétro-planning. On va vous évoquer un petit peu plus en détail l'organisation dans les semaines à venir. Comme je vous l'ai dit, il y a du concret. Qu'est-ce qui a été fait depuis donc, depuis le 14 décembre, donc le temps passe vite, on a déjà déposé l'ensemble de ce projet, donc structuré en fait sous 3 axes. Un premier axe qui est de créer et développer un réseau outre-mer de maisons de l'inclusion sociale et d'éducation populaire. Un second axe qui est accompagner l'inclusion et l'insertion sociale des publics, et un troisième axe qui est accompagner la cohésion sociale par le soutien aux associations. Donc, ces 3 axes, en fait, regroupent 10 fiches actions, donc extrêmement détaillées pour celles et ceux qui ont déjà eu affaire à un PIA, donc qu'il soit au niveau jeunesse ou qu'il soit au niveau d'autres innovations sociales ou PIA Outre-mer. Il y a beaucoup de structuration et beaucoup de dossiers. Le dossier fait un petit peu plus de 80 pages. Donc, il a été déposé avant la deadline, le 30 décembre 2020, avec voilà, toute une projection et toute une programmation. Alors, ce dossier n'a pas été écrit seul devant un bureau ou à 5. Il a été échangé, discuté avec différents acteurs du territoire, et on a eu le plaisir, et on les remercie encore, d'avoir des lettres de soutien de 20 acteurs du territoire à ce jour. Donc, vous les avez listés ici, que ce soit la préfecture, l'Académie de la Réunion, le département, la mairie de Saint-Denis, la CAF de la Réunion, la CRES, l'association Digital Réunion, la MDA de Saint-Benoît, l'association Prodige, Aperun, Formation, le GESARUN, la Ligue de l'enseignement, les compagnons bâtisseurs, l'Institut MAPUP qui a été mobilisé et interviendra sur tout le volet reconnaissance des talents, cartographie de la topologie des talents et des vocations, et bien évidemment, donc nous 5, Trajep, ARCV, TID Brouillard, CRIGE et JD4, qui vont assumer un petit peu les risques initiaux, un petit peu beaucoup même, les risques initiaux en fait de ce projet en termes d'investissement et en termes de pilotage, d'entraînement, de locomotive de la MISEP, pour pas que ça ne reste juste un PowerPoint et un dossier de 80 pages déposé au sein de différents financeurs. Ce projet a également été déposé dans le cadre de l'appel à projet de La France s'engage sur la partie Outre-mer, donc exactement selon la même mouture, avec les mêmes fiches actions, les mêmes axes. L'idée en fait est de pouvoir en fait solliciter à la fois des sources de financement qui sont structurants pour pouvoir apporter et soutenir le projet, mais aussi en parallèle que les porteurs de projet,
on va dire, les parties prenantes d'origine, donc les 5 structures qu'on vous a présentées, puissent aussi en parallèle en fait, déployer le projet et ne pas compter uniquement que ce soit sur le PIOM ou que ce soit sur la France s'engage afin de pouvoir avancer. Bien évidemment, on a des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. On a pris contact avec notamment l'AFD, avec d'autres sources de financement. On étudie dans le cadre du nouveau PO FSE 21-27 certains éléments et de la même façon au niveau du FEDER. Donc, il y a énormément d'éléments qui sont pris en compte. Je ne vais pas tout vous détailler à cet instant-là, ce ne serait pas l'objectif. Et en plus, on terminerait à 14 h. C'est bien. Des questions? Non, je vous regardais s'il y avait des questions en fait. Et donc, on vous a fait un rapide historique jusqu'au 30 décembre 2020, 31 décembre 2020, pardon. Il y a eu les vacances scolaires, les annonces de confinement, du vaccin, pas de vaccin, peut-être un peu de jour, du masque, un peu de masque, des bières, pas de bières, des restaurants, pas de restaurants. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est exactement? Alors, aujourd'hui, nous avons rencontré différents partenaires sur le territoire. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont présents aujourd'hui en termes de qui représentent des structures ou qui représentent en fait des individus, parce que la SIC, sans rentrer dans le détail du fonctionnement des statuts, bien évidemment, il y a ce côté démocratique, égalitaire, que quel que soit le montant de l'actionnariat, un actionnaire égale une voix, mais il est également ouvert aux structures publiques, aux associations, aux structures privées et aussi aux individus. Donc, différentes discussions ont eu cours depuis le 2 janvier de cette année. On a commencé à réfléchir au sein des parties prenantes sur l'organisation dont on vous a présenté les grandes lignes aujourd'hui et les groupes de travail vont être lancés. Cyril va vous en parler en conclusion de cette présentation, plutôt dans la suite de cette présentation, dans les prochaines semaines. Les statuts de la SIC sont écrits. Il y a aussi un pacte d'associés qui a été écrit pour le volet juridique et il est prévu justement de faire le dépôt de ces statuts, donc de créer officiellement la SIC, donc la Société collaborative d'intérêt collectif, qui va s'appeler, on est allé chercher très loin, mais des fois les choses simples sont les meilleures, qui va s'appeler collectif, donc qui va être déposé début mai avec une phase bien évidemment d'audit et de relecture par un cabinet d'avocats. Voilà où on en est aujourd'hui. Cyril, je te redonne la main du coup, parce qu'on a dit qu'on était dans du concret et d'opérationnel et non pas uniquement dans l'utopie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, l'enjeu d'aujourd'hui, c'était d'officialiser le lancement en fait, des ateliers de co-construction. Vous voyez rapidement un petit échéancier qu'on a élaboré avec les parties prenantes notamment et les différents partenaires qui sont là actuellement. Vous voyez donc là, dans quelques jours, vous allez recevoir directement un lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire dans les différents ateliers. La spécificité, c'est que du coup, ces ateliers-là, l'idée, c'est de pouvoir vous dispatcher en fonction de vos envies et de vos compétences. Si vous souhaitez vous investir dans une réflexion, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour que le jeudi 22 avril, tout à l'heure, Samuel vous a attisé un petit peu, mais c'est effectivement le jeudi 22 avril, entre 10h et midi, où on organisera une visio en atelier directement pour pouvoir dispatcher les différents partenaires, pour pouvoir réfléchir et commencer à écrire et composer nos feuilles de route directement en fonction des thématiques que vous avez vues de MISEP tout à l'heure. L'idée, c'est d'arriver sur une semaine début mai pour une restitution globale et par atelier. L'idée, c'est de pouvoir écrire. Ce n'est pas surcharger le travail non plus, mais on a plusieurs partenaires qui vont pouvoir prendre des notes et notamment coécrire et refaire donc ce type de rencontre collective directement après le 3 mai et de continuer les travaux et d'identifier peut-être des nouveaux partenaires qui pourront rentrer dans le jeu. Concentrons-nous sur le jeudi le 22 avril. Voilà les différents ateliers qu'on va vous proposer. L'idée, c'est que dans quelques jours, vous allez recevoir donc un lien d'inscription directement pour pouvoir vous permettre de vous enregistrer et de vous inscrire dans différents ateliers. Ce qui va vous permettre aussi de recevoir directement le lien de la réunion collective et après, on vous dispatchera. Un partenaire sera chargé toujours d'animer en fait, l'un des ateliers. Ça sera toujours une co-animation avec un binôme. Si, par exemple, vous-même, vous avez envie de co-animer un temps de travail, n'hésitez pas à nous le dire tout simplement, notamment par mail ou vous avez nos numéros de téléphone. On échangera tous ensemble. Si on prend l'exemple de la partie badge à nous, vous l'avez compris, ce sera une co-animation avec notre ami Samuel de Reconnaître.
Pour la partie crèche périscolaire, on a évidemment tous les acteurs des ACM qui vont pouvoir aussi s'impliquer dans ces projets-là. Voilà. En tout cas, ça, c'est la liste des différents ateliers. Vous allez pouvoir vous inscrire. N'hésitez pas aussi dans vos structures de déléguer aussi des représentants. Par exemple, si des structures sont concernées par plusieurs thématiques, c'est peut-être le moment idéal, en tout cas en 2021, de pouvoir s'impliquer dans différents lieux. Je pense par exemple, on imagine que les petits débrouillards sont très sensibilisés à la fois sur le numérique et sur l'environnement. Ils peuvent être concernés par le projet Jardin Permaculture et le tiers-lieu numérique, par exemple. Donc là, le directeur Jean-Nicolas, qu'on connaît très bien, ne pourra pas se couper en deux, mais il va pouvoir déléguer peut-être quelqu'un qui va suivre les travaux et qui va s'impliquer dans un des groupes de travail. Merci Cyril pour ces éléments, sachant qu'il n'y a pas de jauge limite pour les personnes qui veulent s'investir. Je prends par exemple, je prends un des noms des personnes qui est présente pour Priscilla de l'Avdas, si elle veut à la fois en fait donner son appui et son point de vue sur le volet à la fois Badge à nous, sur le volet Open Badge, et aussi comment travailler en fait sur l'évolution des qualifications et des compétences en fait au niveau des salariés, notamment sur le volet formation. Donc voilà, il y a bien entendu la possibilité, comme évoqué Cyril, de s'inscrire dans différents groupes et il n'y a pas de limite au niveau des groupes. Vraiment, l'ambition et l'objectif que l'on porte, c'est de coordonner et de piloter en fait vraiment un projet collaboratif qui va être utilisable par tous et toutes et utile à toutes et tous, quelles que soient en fait leurs problématiques, mais notamment orientées vers des publics en situation fragile et précaire. Voilà, on a tenu le timing de présentation, il est 10h56. Donc, il nous reste une grosse demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, si vous voulez nous demander des points de détail, on a l'avantage d'avoir une bonne connaissance du sujet, vu le nombre de temps depuis lequel on est inscrit dans cette démarche-là. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration. Il n'y aura pas toujours les mêmes personnes qui seront présentes, bien évidemment. Comme je l'ai dit, hein, là, aujourd'hui, c'est une circonstance assez exceptionnelle. Ce n'était pas voulu, mais vous verrez, il n'y a pas que les personnes qui sont aujourd'hui en face de l'écran qui animent ce projet. On est un gros collectif. Voilà. Il y a Florent Bouchardeau qui avait une question à poser. C'était pas une question, c'était le petit emoji applaudissement pour vous remercier et pour vous féliciter de la présentation très claire. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais en tout cas, je m'inscrirai aux différents ateliers de co-construction. Merci. Si vous avez des questions, justement, puisqu'on ne voit pas tous les gens en fait, sur l'écran, en fait, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion. Ouais, et s'il n'y a pas de questions, en fait, je vais prendre la parole et je vais repartir sur les Moi, je peux faire des chansons, si vous voulez. Ouais. Donc, vous avez le choix entre l'intro de M. Maheu et l'intro de M. Avampour. Mis à part, bien évidemment, si vous n'avez pas de questions et qu'il n'y a pas d'éléments, on va vous retenir jusqu'à 11h30, même si on a extrêmement de plaisir à vous voir et à échanger. Alors, on a une question de... C'est pas, ça a disparu. De Tibor. Alors, quels sont les tarifs associés à l'usage des plateformes? Justement, c'est l'objectif, comme je l'évoquais, ça peut paraître un peu étrange ou particulier, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit de la co-construction par rapport aux différents publics en intégrant, par exemple, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique et la Croix-Rouge, notamment pour les services et l'utilisation des services, comment elle s'appelle le volet crèche à VIP avec les acteurs qui interviennent pour qu'on détermine les tarifs, les éléments, prendre vos remarques pour justement ensuite affiner et finaliser à la fois le modèle économique de la MISEF, compte tenu de vos remarques et de vos problématiques de territoire, mais surtout l'offre de services qui va y être associée. Est-ce que le choix des solutions techniques sont faits? Non. Comme je vais un petit peu résumer, c'est vraiment de la co-construction de services qu'on va faire. L'ambition que l'on porte, c'est de créer un lieu qui est co-construit, mêlant les bénéficiaires, les utilisateurs
et les acteurs du territoire. C'est vraiment pas, comment dire, c'est pas juste une présentation pour une présentation et de vous faire croire qu'on va faire de la co-construction et qu'au final, on a déjà tout écrit, tout décidé, qu'on a déjà choisi la couleur des murs, la disposition. C'est vraiment de la co-construction de services ensemble en mêlant les différents acteurs du territoire, que ce soit les institutions publiques, les acteurs associatifs, les bénéficiaires, les usagers, les partenaires. Et peut-être qu'on posait la question aussi pour les badges. Moi, Misel, c'est une pluralité, il n'y a pas que les badges. Oui, mais je suis là pour prendre la parole. Effectivement. Alors, le choix des solutions techniques pour la gestion des badges n'est pas définitive. Nous avons du coup effectivement une sorte de cartographie des différentes solutions techniques qui existent. On va vous les soumettre. On a nos préférences. On va vous dire pourquoi d'ailleurs. Mais le choix final, ce sera du coup à vous. Merci Samuel. Savez-vous où vous serez implanté? Alors, on a fortement avancé. On a identifié 2 lieux qui seront, comme on l'évoquait au tout début, sur le territoire de Saint-Denis, mais on n'a pas encore finalisé les transactions, mais c'est très bien avancé. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Sachez en tout cas que c'est une plateforme qui fera 4000 m², donc pour répondre en fait à la fois aux besoins de coworking associatif, de restauration, d'accueil du public, de jardin permaculture, de systèmes de récupération d'eau de pluie, de panneaux photovoltaïques, de places de parking, d'accessibilité, d'accueil du public, de salles de formation, d'espaces d'échange et de débat. Donc du coup, il nous faut une surface assez importante. Et on cherche les lieux depuis le mois de septembre. Ouais. On a fait différentes visites, différentes discussions. Il y a un lieu qui était quasiment finalisé, mais finalement, c'est tombé à l'eau. Voilà. Et là, on a fortement avancé sur un lieu qui peut être très intéressant, mais dès que ce sera confirmé, on vous tiendra bien évidemment informé. Plan de financement prévisionnel. Disposez-vous d'un plan de financement prévisionnel consolidé. Alors, je dirais même qu'il est consolidé et solide, dans le sens où il y a effectivement donc le dépôt qui a été effectué dans le cadre de la France s'engage et du plan d'investissement outre-mer, plan innovation outre-mer, pardon. Dès le début, en fait, la volonté et le parti pris qui a été le nôtre, c'est de ne pas compter uniquement sur les subventions, les fondations, parce qu'on essaye aussi d'implémenter un modèle économique innovant porté par des associations avec des partenaires. Donc, on a effectivement des fonds propres au niveau des partenaires, donc qui sont constitués en fait, qui sont en cours de constitution depuis l'année dernière, et des discussions en fait qui ont été entreprises dès le mois de septembre de l'année dernière avec l'Agence française de développement, avec la Caisse des dépôts et des consignations, pour justement apporter un appui financier à ce niveau-là. Donc, du coup, il y a différentes branches, chemins, et là, on est sur la période en fait, de finalisation sur le volet financement. Voilà. J'espère que les logiciels libres réunionnais seront dans la disponibilité pour les transférer d'un bon nombre d'acteurs sur le terrain. On a des badges de forme de tech qui pourront devenir des open badges. Alors, merci Tibor, justement, c'est toute la discussion et l'intérêt en fait d'avoir des ateliers thématiques afin de faire part de ces éléments-là. Le but, c'est de toute façon, comme l'évoquait Samuel, il n'y a pas de solution qui est privilégiée aujourd'hui. Après, bien évidemment, le principe de l'open badge n'a pas été créé par Samuel Ablancourt, Michael Abelard ou Cyril Conradi. C'est une technologie qui existe depuis une dizaine d'années, qui a été éprouvée dans le monde et en Europe. Mais bien entendu, après la déclinaison opérationnelle et technique, puis je laisserai Samuel rajouter des éléments parce que c'est son dada, sera bien entendu co-discuté, co-construit avec les différentes parties prenantes du territoire et optimisé au fur et à mesure des expertises d'usage. Exact. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas placé la plateforme Océan Indien, enfin le passeport du coup, de badge tout de suite, parce que là, du coup, il faudrait effectivement qu'on aille sur une période, en fait, comme je l'ai précisé avant, d'acculturation du coup, de badge. Et effectivement, alors j'ai une forte sensibilité à l'utilisation de logiciels libres, mais effectivement, il y a tout un travail à effectuer en amont, des points d'éclaircissement à voir, et puis de l'information et de la formation des gens en ce sens. Donc, bien sûr, on compte sur vous, on compte sur les acteurs locaux, et dès le départ, Badjano a été pensé comme
Comme cela, en fait, tout simplement parce qu'il existe, comme je l'avais dit, pléthore de plateformes. Mais l'idée, c'était vraiment créer quelque chose pour le territoire qui part du territoire avec sa singularité. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Badge à nous, il y a quand même un côté très, très local. On aurait pu l'appeler Badge Hour ou Badge Land, tiens. Oui, aussi. D'autres remarques, questions, interventions? C'est la première fois qu'on fait une conférence où personne lève la main. Il y a quelqu'un qui lève la main en haut à gauche, Madame Scolesti. Marion. Oui, merci. Merci déjà pour cette présentation. Merci aussi pour cette initiative que, en tant qu'inspectrice jeunesse et sport, forcément, je ne peux que saluer et trouver particulièrement intéressante et pertinente. C'est jamais facile de s'associer, de se mettre d'accord autour d'un projet. Je trouve que concernant cette initiative, il y a vraiment un gros effort de fait et une belle volonté voilà, de vous regrouper, de travailler autour d'un projet, de choses qui vous tiennent à cœur. Et moi, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Si, je pense que c'est important de rêver, c'est important que des responsables associatifs se prennent encore à rêver et voilà, à vouloir mettre en place ce type de projet pour le territoire. J'ai plusieurs questions. La première, c'était par rapport, est-ce que c'est une initiative qu'on retrouve ailleurs, que ce soit sur les territoires d'outre-mer ou dans les départements d'Hexagone? Est-ce que déjà on retrouve un peu ce type d'initiative ou est-ce que c'est vraiment une première ici? La deuxième question, c'est au niveau de vos fédérations nationales aussi, quel est le soutien qui peut être apporté? Enfin, le lien par rapport au projet, est-ce que vous avez échangé avec eux là-dessus? Et ma troisième question, c'est par rapport au plan de financement. Est-ce que vous avez déjà eu des retours un petit peu d'engagement de certains partenaires? Alors, moi, je vais répondre pour la première question et peut-être une partie de la troisième. Alors, sur la première question, est-ce qu'il existe en fait des projets de ce type en France? Alors, on n'a pas fait de la veille en Europe, mais avant de le concevoir, en fait, on a gratté du papier, fusionné des idées, et ensuite, on a fait un gros benchmarking en fait, sur une structure qui propose différents services mutualisés à destination des tiers, des associations et différents publics. Il y a une structure qui existe, s'appelle le 1901, et qui est portée en fait par une collectivité locale en métropole. Une structure qui mêle inclusion des publics, repérage, inclusion des publics, formation, toute la partie en fait alimentation, éducation, tiers-lieux, portée par des associations, alors même pas portée par des associations tout court d'ailleurs, intégrant au sein de ce projet dès l'origine une valorisation des compétences tout au long en fait, des activités, des actions, ça n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui en France. Et au-delà des Outre-mer, en France de façon générale. Mais je suis désolé de dire qu'au Québec, ça existe. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit en France. Moi, pour la réponse numéro 2, Marion, oui, effectivement, c'est un peu aussi la force du CRAGEP et des 5 parties prenantes dès le départ, c'est-à-dire qu'ils font partie du réseau national. Le CRAGEP fait partie du comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et ce projet-là, depuis 1 an et demi, il est parlé aux instances nationales. C'est aussi la spécificité de pouvoir impliquer en fait 5 parties prenantes qui se connaissent déjà en région et qui se connaissent au niveau national. Donc, c'est-à-dire que les mettre autour de la table, c'est prendre des risques en commun avec des gens qu'on connaît, des structures qu'on connaît, qu'on connaît leurs forces, leurs faiblesses. Et donc, ça permet aussi de pouvoir se faire confiance sur un projet. On parle vraiment des parties prenantes. Et donc, effectivement, le CNAGEP fait ce maillage-là au niveau national. Et par exemple, pour la mise en place des statuts, on a pris exemple sur ce qui a déjà été fait au sein du réseau des petits débrouillards qui porte un tiers-lieu sur le territoire là-bas. On a aussi des expériences de mutualisation de locaux sur Paris avec des antennes nationales. Donc, on a des différentes expériences qui nous ont permis aussi d'avancer et de pouvoir avoir des points d'alerte pour faire très attention sur notre dossier, sur des choses qui se sont passées, des choses qui se sont
mal passé à l'époque sur certaines structures. Donc, le fait d'être en lien permanent avec le national, ça nous permet vraiment d'avoir un soutien non négligeable par nos partenaires nationaux. Merci. Et la troisième, oui, les financements. Alors aujourd'hui, on a relancé en fait le référent, donc la D2RT, qui pilote en fait au niveau du PIOM sur le territoire de la Réunion. On n'a pas encore eu de réponse à ce jour. Donc pour l'instant, en fait, ce sont les fonds propres des parties prenantes et ça me permettra de faire le lien. Comment rentrer dans le cercle initial, la question qui est posée dans l'espace de discussion. Donc pour l'instant, ce sont nos fonds propres associatifs sur lesquels on a fait des provisions, parce que l'avantage, c'est que les parties prenantes aussi sont sur des modèles économiques hybrides, à la fois association loi 1901, reconnue d'intérêt général, agréée ESUS pour certaines, avec une partie prestation de services. Et donc, ça fait un an, en fait, qu'on… Alors, ce n'est pas un trésor de guerre pour l'instant, c'est plus un portefeuille de guerre. Donc, voilà, pour justement créer les statuts et commencer, en fait, à amorcer les fonds initiaux. Comment entrer dans le cercle initial? Alors, en fait, sur les parties prenantes, de toute façon, les parties prenantes, elles sont, je réponds à la question qui est posée par Tibor, ce sont les 5 structures originellement marquées sur le support. Par contre, par la suite, bien évidemment, vu que c'est une SIC, alors le but, ce n'est pas qu'on soit en autocratie ou en dictature, il y a des possibilités, bien évidemment, d'intégrer la SIC en tant qu'actionnaire à partir du moment où les statuts seront déposés. Et là, on est sur un fonctionnement classique d'intégration en fait, d'un nouvel actionnaire, comme dans une structure actionnariat classique, sachant que là, on a quand même certaines spécificités vu qu'on est une société collaborative d'intérêt collectif. Donc, il faut adhérer à certaines valeurs et présenter certains éléments qui sont en phase en fait, avec les valeurs de la SIC. Mais c'est bien évidemment possible. Après, il faut bien distinguer la notion de SIC. Et la gouvernance est bien évidemment ouverte. C'est le principe de la SIC, bien entendu. Il faut bien distinguer en fait, la notion de SIC qui va faire vivre le lieu et la possibilité de l'animation collaborative au sein de la structure. Donc, on va mettre en place des choses qui nous parlent, nous, dans le milieu de l'éducation populaire, c'est mettre des espaces de collaboration, des espaces de participation. Comme vous-même, vous le faites déjà dans différents lieux. D'ailleurs, Guillaume le dit très bien, dans les tiers-lieux qui se regroupent ici sur le territoire, ça fait partie de nos volontés de pouvoir mettre vraiment les gens autour de la table et de réfléchir à animer ensemble ce lieu et pas forcément les 5 parties prenantes. Comment on entre dans le cercle de soutien? Les coordonnées seront dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer dans le courant de la journée, que ce soit au niveau de Cyril, de Samuel ou moi-même. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, je veux dire, je me répète sans doute, et on se répète sans doute autour de la table, mais c'est vraiment un projet collectif. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle collectif, donc il n'y a pas d'autocratie voilà. Et pour la lettre de soutien, oui, bien évidemment, en lien avec Cyril. À ce niveau-là, là-dessus, il n'y a aucun souci. Peut-être, est-ce que, pardon, parmi les parties prenantes, si Gisèle, présidente du CRAGEP, ou Christelle Chonam, présidente du CRIJ, souhaite intervenir? Marion, est-ce que vous avez demandé la main ou pour ma part, non. Tout a été dit, merci. D'accord. Okay. Gisèle, un mot à rajouter en tant que présidente du CRAGEP et aussi actionnaire à titre individuel. Oui, oui, j'ai voulu affirmer. Oui. Merci. Merci à vous tous de nous avoir consacré de votre temps pour écouter cette première construction qui a été travaillée. On insiste fortement sur ce travail collectif et c'est vraiment le résultat d'une bonne ambiance de cette commission qui travaillait très sérieusement. Je tiens aussi à le souligner, même si je n'étais pas très souvent présente. Oui, je pense, comme je disais si bien dans mon rapport moral, qu'on apprend par l'exemple. Alors qui peut mieux croire à ce projet? C'est donc, je me suis aussi au vu des possibilités, donc j'ai voulu marquer que je croyais à ce projet et j'aimerais tellement qu'il réussisse avec nous tous parce que le contexte et ce que nous vivons actuellement demande à ce qu'on se repositionne sur beaucoup d'essentiels et se vivre ensemble, je dirais plutôt le vivre avec. Et voilà, donc je n'ai rien de particulier, j'attends
la continuité, parce que nous sommes quand même devant un gros travail. Effectivement, le financement de la construction en est une chose, mais après, pour le fonctionnement, je pense qu'aussi, il faut réfléchir ensemble et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais on est là, toutes ces têtes pensantes, on est là aussi pour réfléchir raisonnablement et sérieusement. Donc, je voudrais tellement que ce projet réussisse et ne soit pas une utopie depuis le temps qu'on l'a pensé, rêvé. Donc, comme disait, je ne vais pas vous répéter la phrase de Exupéry, n'est-ce pas? De Saint-Exupéry. Voilà. Faisons de nos rêves une réalité. Est-ce que Morgane veut rajouter un petit mot? Morgane Oriab qui vient d'intégrer le bureau du CRAGEP également et qui, au même titre que Jimmy Beg au niveau de la MDA de Saint-Benoît, nous suit et nous soutient sur ce projet depuis les premières réflexions plutôt opérationnelles sur des écritures l'année dernière. Alors, je vous prie de m'excuser, on est plusieurs en visio dans le bureau. Rien à ajouter, si ce n'est en tout cas une grande une reconnaissance, en tout cas de pouvoir intégrer le bureau du CRAGEP et de soutenir cette alliance. Je pense qu'effectivement, on est toujours bien plus fort en termes de déploiement, de complémentarité, quand on peut travailler ensemble. Donc, un grand plaisir et je trouve que le projet MISEP a tout son sens sur le territoire. Merci beaucoup, Morgane. D'autres questions, remarques, interventions avant qu'on vous libère éventuellement? Marion, vous avez quelque chose? Laurent, il applaudit. Ok. Bon, oui, Mickaël, j'ai une dernière question. Du coup, si par exemple, vous souhaitiez demander des subventions pour financer le projet au niveau local, est-ce que ce serait l'une des 5 associations? Comment vous procéderiez puisque vous parlez des fonds propres? Il a été décidé donc, au travers de nos différentes réunions et qu'il a été présenté aussi au sein des différents actionnaires, même s'il n'y a pas que les… En fait, on a 5 parties prenantes et d'autres structures qui vont être structures aux personnes qui vont être actionnaires de la MISEP, donc du moins de la SIC, Société collaborative d'intérêt collectif, et ce sera le CRAGEP en fait qui sera le représentant statutaire, mandataire, politique, signataire de l'ensemble en fait du collectif et le mandataire principal, du moins la personne qui aura un mandat administratif pour représenter la SIC sur l'ensemble des procédures administratives. Nous allons mettre en place une assemblée générale extraordinaire du CRAGEP pour valider ça, pour valider les statuts, et chaque partie prenante vont faire de même de leur côté pour pouvoir valider en fait ce fonctionnement. Merci. Si personne d'autre n'a de remarques ou de réunions, on vous propose de vous libérer un peu plus tôt qu'avant le repas. Comme ça, vous aurez le temps de faire des embouteillages pour chercher des barquettes. Oui, Mickaël. Pardon. Oui, juste une petite intervention. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait donc le projet sur le secteur HCR, donc hôtellerie, l'OPCO Acto, c'est la branche de l'hôtellerie et de la restauration et une des branches de Acto. Donc, on sera attentif effectivement à cette démarche. J'ai dans la petite colonne de discussion, j'ai demandé à ce qu'on puisse me rappeler pour préciser un petit peu ce projet et voir de quelle manière nous pourrions accompagner cette belle démarche. Et puis, puisque sur le volet alternance, vous le savez, contrat de professionnalisation, mais aussi contrat d'apprentissage, les OPCO sont effectivement des acteurs majeurs avec tous les autres partenaires, les missions locales, entre autres, Pôle emploi, et puis vous-même aussi, bien sûr. Et merci à nouveau de cette présentation très complète de ce beau projet.
Merci beaucoup Laurent, et avec bien entendu plaisir, et il est évident pour nous, c'est pour ça que l'ensemble des OPCO ont été invités et ont été intégrés à la démarche dès le début, que vous constituez au même titre que d'autres catégories d'acteurs, des acteurs majeurs justement sur les qualifications et l'évolution des branches. Donc là-dessus, avec grand plaisir, et on ne manquera pas de toute façon de préciser tout ça et d'avoir des échanges au-delà des conférences ou des moments d'interaction à grand public comme on peut l'avoir là. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de détail et c'est important aussi qu'on puisse pouvoir échanger en bilatéral avec vous là-dessus, donc avec grand plaisir. J'ai une question, Priscilla. À quelle date pensez-vous avoir les réponses? Alors, normalement, on aurait dû avoir une réponse sur la présélection dans le cadre du PIOM courant février. Normalement, en 3e semaine de février, il se trouve qu'il paraîtrait que les cabinets du Premier ministre sont un petit peu occupés avec la Covid. Et donc, du coup, on a été mis un petit peu, comment dire, je ne sais pas à quelle hauteur de la pile, mais a priori, aujourd'hui, il y a en tout cas de sûr, c'est qu'il y a un décalage. Mais on espère, il faut qu'on voit avec le D2RT, d'avoir une réponse pour la fin du mois d'avril pour savoir à minima si on est déjà présélectionné. En fait, dans le cadre du PIOM, il y a une phase de présélection, de jury, de sélection et d'accompagnement sur une période de 10 à 12 mois. Et ensuite, en fait, donc là, toute la phase d'ingénierie est financée dans le cadre du PIOM. Et ensuite, un nouvel appel à projet parmi les présélectionnés pour le financement, en fait, à hauteur de 50% de l'ensemble du projet. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu une réponse de Normand, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur la date de rendu des réponses. Mais en tout cas, on n'est pas écarté à aujourd'hui. Et sur la France engage, même chose, parce que le premier tri a été fait et tous ceux qui ont été refusés ont reçu leur réponse. Donc, c'est pas nous. Ok. Bon, voilà. En tout cas, merci Mickaël d'avoir posé cette question. Et puis, j'irai dans la lignée d'intervention de mon confrère Laurent. Effectivement, les OPCO ont aussi, bien sûr, un rôle à jouer de notre présence aujourd'hui. Et Caroline ne me démentira pas. Alors, évidemment, c'est sur l'Open Badge que le COAFDAS pourra particulièrement intervenir. Et pour avoir déjà partagé ce point de vue personnel et professionnel avec toi, Mickaël, c'est un projet, l'Open Badge, qui me portait à cœur depuis quelques années. Je suis ravie de pouvoir participer dans le cadre de ce formidable projet également sur cet atelier-là. Et puis maintenant, longue vie à Collectif. Voilà. Merci beaucoup. Les statuts sont-ils accessibles à aujourd'hui? Non, parce que c'est uniquement par rapport on va dire, au premier pacte d'associés, mais ils seront accessibles bien évidemment par rapport à la suite en fait, du dépôt des statuts d'ASSIC, donc de la création officielle de MISEP, à toute structure souhaitant intégrer le pacte d'actionnariat. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on risque de perdre pas mal de monde, mais pour faire simple, on a un pacte d'associés et un statut, à la fois pour sécuriser la partie financement, parce qu'il ne faut pas être naïf, il y a aussi des structures qui sont associatives et l'idée aussi, c'est de nous protéger d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier, et un volet statut qui garantit un petit peu plus la vie démocratique et la vie statutaire en fait, de la SIC. Donc, ces deux éléments-là seront bien évidemment à disposition pour les structures et les individus qui souhaitent intégrer les associés de la SIC. Ouais. Il y aura beaucoup de monde qui a atelier au passage. Bah oui, mais c'est ton talent aussi. Mon talent. Comme je l'évoquais, Tibor, histoire de. Voilà, comme on est vraiment sur des éléments juridiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, de toute façon, on va vous envoyer, le PowerPoint avec nos coordonnées. Donc, on pourra bien évidemment échanger en bilatéral pour échanger à ce niveau-là et vous expliquer comment se passe en fait tout le volet actionnariat et associé, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De rien, avec plaisir. Il vous reste 5 minutes pour être dans le bon timing. Et de toute façon, on coupera avec. Où est-ce qu'on trouve le planning demande dans le PowerPoint qui vous sera envoyé dans la journée. Non, mais le PowerPoint, il va être envoyé dans la journée. Oui, j'en vois. Oui, parce que c'est. Bon, mais nous vous remercions.
Merci beaucoup. Belle suite de journée. Merci à la MDR de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Et merci à vous pour votre participation. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Ça,